Quand on traverse ce superbe bassin versant de la Zadenne en empruntant la route goudronnée qui vient d'être taillée dans ses flancs, on imagine mal les spectaculaires changements qui ont marqué l'histoire récente de cette vallée, nichée au pied du Tazarart, qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. En 1975, donc il y a 45 ans, dans le cadre d'un petit projet de recherche-développement, nous étions quelques-uns à découvrir et tenter de comprendre cette agriculture montagnarde passionnante, certes traditionnelle selon nos termes consacrés, mais qu'est-ce que ça voulait bien dire? Elle était en vérité étonnamment performante, compte tenu des conditions difficiles, et notamment l'enclavement. Il fallait alors 3 heures de marche sur des sentiers muletiers pour arriver au premier village. On avait à l'époque résumé tout cela dans un court documentaire destiné à des étudiants en agronomie pour illustrer la complexité des systèmes agraires de montagne et les subtilités du couple intensif-extensif. En fond de vallée, l'intensif irrigué, sur les flancs et dans les hauteurs, l'extensif en sec. Notre système, c'est un système agraire, est donc formé de 2 boîtes, dont la plus grande surplombe la plus petite. La grande boîte, c'est le domaine peu productif, sans aménagement ni investissement, c'est le monde collectif. C'est la partie extensive du système où l'on collecte la viande, le bois, le fumier et l'eau. C'est aussi le domaine de l'État, de la forêt domaniale. Au pied de cette grande boîte s'en trouve une plus petite, c'est le terrain privé. Les paysans y ont construit des terrasses qui sont soigneusement cultivées grâce surtout aux apports de la grande boîte. C'est là que poussent côte à côte les céréales, les légumes, les arbres fruitiers et les prairies irriguées. Tout produit destiné à la consommation du village. Et village par village, on peut découper des tranches de bassins versants au sein desquels le couple extensif-intensif est inséparable. En moyenne, une grande boîte s'étend sur 600 hectares et produit 100 unités fourragères par hectare. La boîte du bas, elle, est 60 fois moins étendue. Mais grâce aux apports de la grande, elle est 70 fois plus productive. Les apports de chaque boîte sont donc de même importance. C'est bien un système agro-sylvopastoral. En 2020, certaines choses n'ont pas changé. Le Tazarart trône toujours à 4000 mètres d'altitude, les 8 villages pittoresques qui ont gardé leurs ruelles tortueuses sont bien à leur place, Tizoussem tout là-haut perché à 1900 mètres d'altitude, Idaïssa, le village rouge, Tizizougort, Tader, Tiziane, Tahalouine, où quelques belles maisons subsistent encore. L'eau coule dans les canaux, distribuée selon le même tour d'eau sophistiqué entre les différents lignages. Les chèvres et les moutons partent chaque matin vers les parcours forestiers. En bref, grande et petite boîte, comme on l'expliquait, fonctionnent sur le même principe de complémentarité. Quant aux habitants, ils sont toujours aussi incroyablement accueillants et hospitaliers. Ce qui a disparu, ce sont les corvées de bois, où les femmes et les fillettes parcouraient des kilomètres pour ramener au village le bois destiné à la cuisine, à la lessive et au chauffage des maisons en hiver. Fini aussi le manège pittoresque des mulets pour le dépiquage des céréales qui exigeait au moins 15 jours de travail pénible. Les moulins hydrauliques sont laissés à l'abandon. Les vaches de race locale ont disparu. On ne part plus au souk d'Asni, à dos de mulet, à 4 heures du matin.
Qu'est-il donc arrivé? En un mot, les pommes. Ça, c'est le terroir de Tiziane Tizougouart en 1975. Partout, des terrasses semées en céréales, orge ou maïs, un peu de maraîchage, quelques noyers, quelques rares pommiers aussi. Le même, à présent, 45 ans plus tard, les céréales ont presque totalement disparu, remplacées par des vergers de pommiers et de noyers. Le vieux village d'Idaïssa est à moitié vidé de ses habitants, et un nouveau village s'est improvisé le long de la piste. Quant à la petite mosquée rustique, elle a laissé la place à une mosquée moderne, plus spacieuse. Tout ça ne s'est bien sûr pas fait en un jour. C'est précisément le rythme de cette petite révolution qu'il nous faut maintenant détailler. Première étape, en 1975-76, des actions sont entreprises dans le cadre du petit projet de développement dont nous avons dit un mot. Elles étaient certes modestes et il y eut quelques ratés. La piste ne fut amorcée que sur 2 km, la correction torrentielle fut emportée par une crue, mais ce projet a laissé plus que des traces. Le projet, à l'époque, il a amené le taureau, les pommes de terre, le but à gaz, planté dans la forêt. L'électricité, ça a raté. Tout ça, c'est Distrimou. Ce Distrimou, dont les gens se souviennent encore, c'était Denis Destremo, ingénieur forestier, responsable du projet à l'époque. Ils ont amené le taureau hollandais, des chèvres, race alpine, les pommes de terre, le maïs, de très bonnes pommes, oui, très bonnes, et des plantations dans la forêt, là-haut, à Tizi Ouzou. On m'a dit que les paysans avaient au début arraché les pommiers qu'on leur avait donnés. Tu sais, pendant la colonisation, les gens avaient été matés. Quand le projet a amené des plants de pommiers, ils ont dit oui. Mais ils craignaient en fait que l'État ne leur reprenne une partie de leurs terres. Même méfiance pour le taureau hollandais, installé en 1975 au centre de la vallée, dans un local construit par les villageois, et nourri en principe par l'ensemble des éleveurs de tous les douars. Mais ce sont les femmes, en fait, qui font ce travail et qui apportent chaque jour au taureau sa ration d'herbe. Un tour, la nouba, se mit en place au prorata du nombre de vaches possédées. Une vache égale un jour, 70 vaches dans le village, donc une nouba de 70 jours. Au début, seuls quelques courageux amenèrent leurs vaches pour les faire saillir, et il fallut attendre plus d'une année, après les premières naissances de veaux croisés vendus à très bon prix au souk, pour que les éleveurs se convainquent enfin de l'intérêt de cette nouba et de ce taureau géré collectivement. Mais le vrai changement dans la vallée, ce fut l'arrivée de la piste. Le service forestier, qui en 1975 n'avait réalisé faute de moyens que 2 km de piste, la compléta 5 ans plus tard par un segment de 11 km, ouvert au seul 4x4 et s'arrêtant à 4 km du premier village. Indifférents aux demandes répétées des gens, les forestiers n'avaient pour objectif que le contrôle des forêts d'altitude. Lassés de réclamer en vain auprès des autorités la rallonge nécessaire, 5 ans plus tard, en 1990, les gens de la ZADEN nommèrent une commission de 12 membres pour premièrement organiser une corvée collective, la Twiza, de tous les membres actifs de la vallée, à raison de 2 à 5 jours de travail par famille. Et deuxièmement, pour mettre en place une collecte de fonds auprès de tous les villageois. 262 000 dirhams furent ainsi collectés puis versés à un entrepreneur pour remettre en état cette piste forestière boudée par les taxis, en rouge sur la carte, et ouvrir une nouvelle piste sur le 4 km en jaune sur la carte. Le Trax travailla 25 jours avec l'aide de tous les hommes de la Twiza, bien sûr.
Entre 1994 et 1996, la piste fut ensuite prolongée jusqu'à Tizi Ouzem, cette fois avec l'aide de la commune rurale et des forestiers, enfin convertis au développement local. Dernier avatar, 20 ans plus tard, en 2018, une nouvelle piste est ouverte depuis le bas de la vallée, qui vient se greffer sur l'ancienne, en vert sur la carte, et le goudron arrive. Mais cette soudaine débauche de moyens paraît bien suspecte à certains. Il paraît qu'il y a quelque chose là-bas. Ils ont trouvé le ma'adn. Ouais, les mines. Les mines? Le mine, oui. Il va jusqu'à Atkin. Ouais, Rojal. Wa alaykoum salam. Beaucoup de l'argent là-bas. Si tu as vu ça, en route de 16 mètres. Au début des années 90, bien tardivement, l'installation de 2 écoles primaires, l'une à Idaïssa, l'autre à Tizi Ouzem, allait permettre enfin la scolarisation des enfants, qui seront dès lors moins disponibles pour les petits travaux agricoles. Un fqih, payé comme c'est la coutume par la collectivité, assure l'enseignement coranique. Enfin, dernier changement majeur en 2004, les lignes électriques arrivent dans les 8 villages. Toutes les maisons s'équipent, des ampoules dans chaque pièce. Et dans de nombreuses maisons, la télévision. Avec cette piste, en quelques années, le transport des marchandises s'est organisé. Des lignes de taxis se sont mises en place qui font des navettes entre Asni et les différents villages. Les fourgons et les camions ramènent maintenant du souk des produits divers à un coût bien inférieur et surtout on peut enfin commercialiser des produits fragiles comme les fruits. C'est le décollage de la pomme, mais aussi des noix qu'on ramène des parcelles ou des maisons en sac et en caisse, à dos d'homme ou de mulet. Les produits de la vallée, pommes et noix, descendent donc. Le but à gaz, les couches bébés, le savon, la farine, les agglos pour les constructions nouvelles, tout ça remonte au village à dos d'homme ou de mulet. Ici, sur cette placette, c'est donc le lieu du transfert, le changement de mode de transport, d'aucuns diraient la plateforme multimodale de Tizi Ouzem. La piste se parsème alors très vite de constructions nouvelles. Des garages pour stocker les marchandises, des gîtes touristiques, voire de véritables nouveaux villages comme à Idaïssa, dont le vieux village se vide progressivement, à peine 10 familles y séjournent encore. Le vieil assolement céréalier traditionnel, dont on avait dans le cadre de l'ancien projet tant vanté les mérites, à juste titre, va vite voler en éclats. Place aux pommiers, aux revenus imbattables. Quelques terrasses sont encore réservées aux pommes de terre, aux oignons, à la luzerne, sinon le pommier est partout. Mais toi qui fais des pommes de terre et des pommes, c'est quoi le plus rentable? Les deux sont rentables. Mais les pommes rapportent plus. Mais si tu ne laisses pas un seul fait d'âne, où planter les patates? T'es obligé d'aller chaque jour au souk. Il est à Asni.
pour faire l'assaut de maïs. Presque plus d'orge donc. Le battage traditionnel a presque disparu. Le mulet, qui en consomme 6 à 8 quintaux par an, c'est-à-dire la production de 1 demi-hectare en irrigué, a souvent été vendu. Ânes et mulets qui restent assument des tâches de proximité dans le terroir, tirer l'arrière, très bien adapté aux terrasses étroites, transporter du fumier, des pommes, du bois, etc. Quant au souk, tout le monde y va en taxi, départ tranquille à 7 heures du matin. On a dit que les marchandises sont acheminées à des prix nettement inférieurs, à la montée comme à la descente. Mais parmi tous ces produits, il faut souligner le rôle clé du but-à-gaz, le bouta, en bouteille de 13 kg, qu'on trouve dans chaque maison, branché au réchaud à 2 ou 3 brûleurs, et aussi au four en tôle pour le pain. Conséquence, les quantités de bois collectées en forêt sont très inférieures à ce qui se pratiquait avant. Et toi, tu vas chercher du bois? Non. Je ne veux plus aller en forêt, j'ai mal au dos. Moi, je paye quelqu'un en hiver. Et c'est combien le chargement? 100 dirhams. D'âne ou de mulet? C'est pareil. Il va en forêt quand il pleut. Tu crois qu'il y a des femmes qui acceptent d'aller chercher du bois en forêt maintenant? Elles sont toutes pour le bouta maintenant. Et donc, si tu lui demandes d'aller chercher du bois, Te dis non. maintenant, les fillettes vont à l'école, et bien des femmes refusent ce travail harassant, enfin presque toutes. Je vais chercher le bois. L'herbe, je prends la laine, je la carde, je fais tout. Je tisse des tapis aussi. Je fais tout. Et où tu vas chercher le bois? Là-bas? Mais tu as du bouta? Oui, j'en ai. Tu vas moins en forêt? Non, j'y vais parce que je fais du sucre. Et le médecin me dit de faire de l'exercice. Et tu as une bouteille de bouta grande ou petite? Une grande et 2 petites. Il pleut maintenant, il n'y a pas de neige, donc je vais chercher du bois et je le stocke pour l'hiver. En ce moment, j'utilise que le bouta. Et tu coupes du bois vert? Et oui, défendu. Et là, on ne plaisante plus. Il est vrai que les forestiers surveillent la forêt bien mieux qu'avant. La coupe de bois et de feuillage directement sur l'arbre était systématique à l'époque. Il y a sans doute, depuis peu, une réelle prise de conscience de la nécessité de ne ramasser que du bois mort et de ne pas couper les branches d'arbres comme autrefois. Ce changement de pratique permet une timide régénération des genévriers turifères, ou mieux encore des forêts de chênes verts. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, le bois est encore collecté en forêt pour se chauffer l'hiver sur un brasero, pour fournir les hammams, ou pour cuire le pain traditionnel, le fameux et délicieux pain sans levain, plaqué sur les parois circulaires du four. Pour l'élevage, les changements majeurs sont de 2 ordres. Dans le domaine forestier et pastoral, les troupeaux qui chaque matin quittent les azibes, les bergeries, pour les pâturages d'altitude, affichent une très forte proportion de chèvres dont les effectifs sont stables depuis plus de 30 ans. Alors que l'effectif en moutons, lui, s'est effondré de plus des 2/3. Et là, surprise, sur le terroir agricole, une nouvelle race ovine, la sardie venue des plaines, nettement plus productive, mais incapable de tirer son alimentation des parcours, cette sardie est maintenant exploitée en petits troupeaux dont la conduite est calquée sur celle des vaches. Pâturage en fond de vallée sur les regains des prairies irriguées, les fameux agdals, sous la garde des femmes,
récupération des sous-produits agricoles après récolte, le foin et l'herbe de désherbage, soigneusement récupérés dans le terroir et portés jusqu'au village. C'est un des derniers travaux pénibles réservés aux femmes. Pour les bovins, ce premier taureau fut vendu en 1980 et l'argent fut partagé entre 2 groupements, puis plus tard en 1986 en 4. À présent, chaque village possède son taureau pinoir, conservé 4 ou 5 ans, puis vendu et remplacé en général par un jeune taurillon de 1 an. Le bénéfice tiré de l'opération sert à l'achat de compléments alimentaires ou à la réparation du local. À Tizi ou Sem, chaque éleveur verse une cotisation de 100 dirhams 2 ou 3 fois par an pour assurer un salaire de 700 dirhams par mois au gardien, qui bénéficie en outre du fumier. Par ailleurs, pour une vache possédée, il faut apporter la ration alimentaire du taureau pour 2 jours consécutifs et 10 dirhams complémentaires destinés à compléter les rations, en général de la pulpe sèche de betterave. Et le taureau, combien il mange d'orge ou de saule? 1/8 d'abra. Et si pour la nouba, c'est ton tour demain, comment tu fais? Je le nourris le soir même, puis j'amène la ration du lendemain matin et du midi. Et je remets la clé du local au suivant le soir. Ce sont les femmes qui s'occupent des vaches, qui les nourrissent, les gardent dans les champs, les traient. Ce sont elles qui nourrissent le taureau et qui lui amènent les vaches en chaleur, attendant patiemment qu'il remplisse son contrat. Bravo l'artiste. La race locale a donc presque disparu de la vallée. L'effectif bovin a assez peu augmenté. C'est un élevage qu'on pourrait qualifier de mixte. Priorité au veau qui boit tout le lait possible, sans doute pas loin de 1000 litres. Le reste du lait est consommé par la famille. Mais revenons à la révolution des pommes. Les plantations de pommiers, dont le démarrage fut si timide, on l'a vu, ont été véritablement dopées par l'arrivée de la piste et les facilités de commercialisation. La vallée ressemble maintenant à un vaste verger couvert d'arbres fruitiers, pommiers en majorité, quelques cerisiers, et des noyers le long des cours d'eau, des séguias et sur les pentes raides. Alors que dans l'assolement ancien qui s'apparentait à du jardinage, il fallait travailler pas moins de 250 jours par an pour 1 hectare, les arbres fruitiers réclament moitié moins de travail. On travaille moins avec les pommiers qu'avec l'orge. Oui, on se repose plus avec les pommiers. Mais l'orge, le maïs, c'est fatigant. Pour les pommiers, on fait la taille, on met du fumier, de l'engrais, les traitements et l'irrigation. On irrigue de temps en temps, c'est tout. Du temps est ainsi dégagé pour s'occuper ailleurs. Pour l'économie familiale, c'est aussi la révolution. En effet, chez ces petits paysans, sans compte bancaire bien sûr, et sans réserve d'argent, il faut trouver des liquidités pour s'approvisionner régulièrement au souk et faire face aux nouvelles dépenses. Je vais te dire comment on fait avec les noix et les pommes. Les pommes, en septembre, on les vend. Mais les noix, les gens les gardent en octobre, novembre, décembre. On peut même les garder une année entière jusqu'à la récolte suivante. Mais parce qu'elles se conservent et se stockent. En hiver, quand il y a de la neige, les gens prennent un sac, cassent les noix et les vendent le matin pour ensuite faire leurs achats de paille, d'orge et les provisions pour la famille. C'est la trésorerie de la maison.
Mais les pommes, elles peuvent rester au maximum jusqu'au mois de novembre. Au-delà, elles vont pourrir. Il y a des gens qui peuvent se permettre de conserver les pommes au frigo, mais les pauvres, eux, ils vendent sur pied. Tout un monde d'intermédiaires venus de l'extérieur vient faire ses affaires dans la vallée. Toutes les formules sont possibles pour les pommes. Achat à la caisse au bas du champ, après ramassage. Achat sur la route au camion. Mais surtout, achat des pommes sur pied avec versement d'une avance 2 mois avant la récolte. Tu es de Taroudante? Oui, des oulettes Berhil de Taroudant. J'achète ici, à Amslal, à Taougal et à Tiflis, dans 4 endroits. Ici, à l'Azaden, les gens sont pauvres. Ce sont des producteurs moyens, ils n'ont pas beaucoup de terre. Il y a des gens auxquels j'achète sur pied. Pour d'autres, j'achète à la caisse, au pied de l'arbre ou au bord de la route. À des prix variables. 50 dirhams, 60 dirhams, jusqu'à 100 dirhams, selon la qualité, car il y a du bon et du moins bon. Ça dépend si on a bien fait les traitements. Ceux qui traitent ont de bonnes pommes. Quand on achète tôt sur pied, c'est en juillet. Eux, ils irriguent. Et moi, j'achète les produits de traitement. Mais je n'achète pas trop tôt car il y a des risques d'orage. J'attends un peu et j'achète sur pied en juillet ou août. Et qui traite? On se met d'accord, c'est eux ou moi, et puis je paye l'avance et je pars. Combien tu donnes, par exemple, comme avance, si la récolte est évaluée à 10 000 dirhams? 2500 à 3000 dirhams. Et le reste est payé juste avant de démarrer la cueillette. C'est la fameuse avance, Arbonne, indispensable pour ces familles sans trésorerie, pieds et poings liés dans les mains des acheteurs en gros qui vendent ensuite leurs pommes dans tout le pays. Moi, j'amène toutes mes pommes au souk d'Inezgan. Les pommes partent à El Ayoum, Boujdour. Inezgan, c'est le plus gros marché du pays. Ils approvisionnent tout le Sahara. À Marrakech, quand tu as 3 camions qui arrivent, à Inezgan, il y en a 100. Plein de pick-up. Les pigeouales, la Peugeot. Et à midi, tout est vendu. Pour mieux négocier avec ces gros acheteurs, les gens de la Zaden pourraient-ils s'organiser collectivement, bénéficier de crédits de campagne par exemple? Les gens du ministère, ils viennent et ils nous disent qu'il faut créer une coopérative, mais ensuite rien ne vient. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer. Nous, on ne connaît rien. Il faut quelqu'un de compétent qui vienne avec nous pour régler tout ça. On ne connaît rien. On ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, dans cette vallée qui semble bien paisible, tout a été bousculé. Le travail agricole a complètement changé de nature. De nouvelles terrasses sont arrachées à la montagne, place aux pommiers qui triplent ou quadruplent les revenus à l'hectare, ne laissant qu'une petite place aux légumes consommés par les familles. Les noix se vendent bien et génèrent une petite trésorerie régulière. Les bovins sont plus productifs, on vend le veau assez cher et on consomme lait et beurre. Les revenus tirés des ovins et caprins sont à peu près stables et l'élevage dans son ensemble se maintient bien car le fumier reste indispensable. Mais, car il y a un mais, les familles sont de plus en plus dépendantes du marché,
et supportent de nouvelles dépenses. Le boutard, la farine, les produits de traitement, les aliments du bétail. Et si le terroir dans son ensemble produit plus de valeur qu'avant, c'est pourtant insuffisant pour les familles. La population de la Zadenne ayant presque doublé en 45 ans, passant de 1250 à 2350 personnes, les revenus par famille ont trop peu augmenté. Trop d'habitants, les jeunes s'impliquent peu dans les travaux agricoles, l'argent fait défaut. Il y a ainsi dans chaque foyer une migration saisonnière des jeunes hommes qui partent vers les villes 4 ou 5 mois par an et s'emploient comme tâcherons dans différentes entreprises, le bâtiment, le gardiennage, les conserveries. Combien de personnes ont quitté définitivement le Douar? Une quarantaine. Non, ils ne partent pas très loin. Ils vont à Marira, ils partent là-bas, il y a de quoi faire, et ils construisent leur maison. Mais la maison d'ici? Ils la laissent à leurs parents. La combinaison pomme-élevage, émigration saisonnière est-elle durable? Comment faire pour que les jeunes restent sur place? Une dizaine de gîtes se sont construits déjà, ici et là, dans les différents villages de la vallée. Avec le goudron qui arrive, le tourisme de montagne va-t-il générer de spectaculaires revenus comme dans la vallée voisine d'Imlil et capter les nombreux trekkers qui traversent la vallée? Bien sûr, la vie en montagne reste difficile, mais les conditions d'existence se sont beaucoup améliorées. Terminé les corvées d'autrefois qui faisaient certes le bonheur des photographes, mais des fillettes qui sont bien contentes à présent d'aller à l'école. Quant aux garçons, ça n'étonnera personne, ils ne parlent pas que de pommes. Et Messi, Madrid n'en voulait pas. Et pourquoi il est parti au Barça? Oui, pourquoi? Il était trop petit. Il était malade.